et bienvenue dans La Physique pour tous. Dans cette capsule vidéo, on va aborder ensemble le théorème de l'énergie cinétique dans le thème l'énergie, conversion et transfert. Commençons d'abord par décrire les objectifs visés par cette capsule vidéo. 1. Relier la variation de l'énergie cinétique d'un système aux travaux des forces extérieures. 2. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Et 3. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique à un système soumis à des forces constantes dans un référentiel galiléen. Et finalement, appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans le cas d'une chute libre. Il convient d'abord de rappeler que l'énergie cinétique d'un solide de masse m, c'est l'énergie que porte ce solide due à son mouvement. Elle est exprimée par 1/m fois v au carré, v étant sa vitesse dans un référentiel donné. En prenant m en kilogrammes et v en mètres par seconde, l'énergie cinétique est exprimée en joules. À rappeler aussi que le travail d'une force F exercée sur un système en mouvement allant de A vers B, noté WABF et qui se lie le travail de F allant de A vers B, exprime l'apport énergétique de l'action mécanique F sur le système en déplacement. Le travail d'une force, dans le cas où cette force est constante, correspond au produit scalaire de la force F par le vecteur déplacement total AB, qui s'écrit module de F fois module de AB fois cosinus de l'angle formé entre les deux. F étant en newton, AB en mètres, cosinus alpha sans unité, on obtiendra un travail en joules. Si un système en mouvement dans un domaine restreint change d'altitude, repérons son altitude par un axe vertical orienté vers le haut z'. Dans ce cas, le travail du poids existe et il est égal à moins m, la masse du système, fois g, l'accélération gravitationnelle, fois delta z, qui est la variation des cotes sur l'axe z'. Dans le cas d'une descente, le poids a un travail moteur et par la suite, le travail du poids s'écrit plus mgh pour une dénivellation de h. En montée, le travail du poids est négatif, c'est un travail résistant, mais l'expression du travail du poids relativement à z reste la même, c'est moins m fois g fois delta z, delta z étant la variation des cotes qui est maintenant positive. Et donc, simplement, le travail du poids est exprimé cette fois par moins mgh, h étant la hauteur allant de A vers B, position initiale, vers la position finale. M étant en kilogrammes, G étant en mètres par seconde carré et H étant en mètres et delta Z ainsi, le travail du poids est exprimé en joules. Considérons la situation suivante. Une voiture de sport qui veut remorquer une tomate géante. Cette voiture qui essaye de tracter la tomate géante, tout d'abord initialement au repos. Pour pouvoir tracter la tomate, elle a besoin de lui appliquer une force qui est la tension du câble qui relie la tomate à la voiture. La tomate était soumise à deux forces uniquement, le poids P vertical descendant et la réaction normale du support vertical ascendante. Aucune force ne travaillait puisque le système était déjà au repos. La voiture démarre, la force F de traction vers l'avant s'impose et une autre force due au frottement de la tomate contre le sol s'impose vers l'arrière. Le logiciel d'analyse vidéo nous permet de voir que la position de la tomate était en train d'augmenter au cours du temps, sa vitesse aussi. Et puisque la vitesse de la tomate était en train d'augmenter, son énergie cinétique était aussi en train d'augmenter. À rappeler que l'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. À la date 0, initialement prise, la tomate était au repos.
Et par la suite, cette tomate-là avait une énergie cinétique ECA au point de départ nul. Puis, vers la fin, après 3,2 secondes, la tomate a eu une énergie cinétique ECB qui a augmenté de 7 millijoules. 7 millijoules. D'où provient cette énergie cinétique qu'en a eu la tomate? Initialement au repos, on rappelle que les deux forces exercées sur la tomate étaient P et Rn. Donc, d'où provient cet écart d'énergie cinétique, cette variation d'énergie cinétique de la tomate? Voyons. On avait bien dit qu'une force travaille lorsque son point d'application se déplace dans une direction qui n'est pas perpendiculaire à la ligne d'action de cette force. Et donc, chacune des forces, voyons son travail, comment a-t-il contribué à ce mouvement. Le travail de la force grand F est un travail moteur, le travail de la force de frottement est un travail qui résistait au mouvement, alors que les travaux des deux forces P et Rn étaient nuls, parce que les lignes d'action de ces deux forces étaient toujours perpendiculaires à la direction de déplacement de leur point d'application. Bien, et donc cet écart d'énergie cinétique provient bien de la somme des travaux des forces extérieures exercées sur la tomate. Et par la suite, ce delta EC là, qui est la variation de l'énergie entre A et B, provient de la somme des travaux des forces extérieures exercées sur la tomate. Eh bien, simplement, c'est ce qui est énoncé dans le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que la variation de l'énergie cinétique d'un solide qui se déplace d'un point A vers un point B est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur ce solide lors de son déplacement. Donc, delta EC allant de A vers B, qui est égal à EC final moins EC initial, est égal à la somme des travaux des forces extérieures allant de A vers B. Ces travaux étant exprimés en joules, la variation de l'énergie cinétique est aussi exprimée en joules. Voyons donc de nouveau ce qui s'est passé avec le système tomate tracté par la voiture. L'énergie cinétique que la tomate avait prise était égale à la somme des travaux des forces extérieures exercées sur cette tomate. On avait bien dit que le travail d'une force, c'est son apport énergétique au système qui est en mouvement. Essayons d'appliquer ce théorème de l'énergie cinétique à une BM de masse 0,50 kg qui tombe verticalement uniquement sous l'effet de son poids et donc en chute libre. La vitesse de cette bille est captée par un capteur en A à la date T1. Elle vaut 1,0 mètre par seconde, alors qu'à une autre date suivante T2, la vitesse de la bille a été captée par un autre capteur en B qui est VB est égal à 5,0 mètres par seconde. Déterminons alors la hauteur qui sépare A de B à l'aide du théorème de l'énergie cinétique. Dans ce qui viendra, on prendra G qui est l'accélération de la pesanteur est égale à 10 mètres par seconde carré. Le système étudié dans ce cas, c'est la bille M de masse 0,50 kg. Il faut dire que le théorème de l'énergie cinétique ne peut être appliqué que dans un référentiel galiléen, alors que le référentiel terrestre, pour une courte durée comme celle de cette expérience, est supposé galiléen. L'inventaire des forces ne comprend qu'une seule, c'est le poids de la bille P puisqu'elle est en chute libre. L'état énergétique 1 en A, le système avait une vitesse VA. L'état énergétique 2 en B, le système avait une vitesse VB.
Or, d'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué à cette bille entre A et B, la variation de l'énergie cinétique allant de A vers B est égale à la somme des travaux des forces extérieures exercées sur la bille entre A et B. Delta EC allant de A vers B, c'est EC final, ECB, moins EC initial, ECA, est égal à W de P allant de A vers B. Reprenons de nouveau. L'énergie cinétique en B s'écrit 1 demi mVb au carré et l'énergie cinétique en A s'écrit 1 demi mVa au carré. Alors que dans le cas d'une descente, le travail du poids est moteur et s'exprime sous la forme mgh, puisque h est la hauteur qui sépare A de B. On n'a pas un axe orienté ici pour pouvoir utiliser la variation des cotes en verticale. Et puis, par un calcul mathématique et en renvoyant ce facteur mg vers le dénominateur du premier membre, on peut écrire cette écriture-là. Et puis en factorisant par le facteur commun du numérateur 1 demi m, on peut aller dans des simplifications qui peuvent éliminer m de l'équation et mettre le 2 au dénominateur. Le remplacement numérique vient après tout travail effectué en forme littérale. Et donc, h est égal à 25, qui est le carré de 5,0, moins le carré de 1,0, sur 20, 2 fois 10. Et par la suite, la hauteur m dans ce cas est de 1,2 mètres. Voilà donc qu'on a pu déterminer la hauteur h allant de A vers B due au travail du poids et au théorème de l'énergie cinétique connaissant les vitesses en A et en B respectivement. Allons vers une expérience beaucoup plus marrante. On a devant nous une balle en caoutchouc remplie d'eau et un œuf cru. Oui, un œuf cru. On va essayer la chute libre d'une hauteur de 55 cm. Avant tout, et avant de perdre cet œuf cru, on commence par mesurer les masses des deux corps sur une balance digitale. Voilà que la balle pèse 187 grammes et l'œuf pèse 63 grammes. On se propose alors de déterminer l'énergie cinétique avec laquelle chacun des deux corps va heurter la surface rigide en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Dans ce qui suit, on va prendre pour l'accélération de la pesanteur une valeur de 9,8 mètres par seconde au carré. Le système à étudier dans ce cas, c'est la balle de masse 187 grammes comme indique la balance digitale, c'est-à-dire 0,187 kg. Regardons dans cette vidéo ce qui s'est passé après le relâchement de la balle sans vitesse initiale d'une hauteur de 55 cm dessus cette surface noire rigide. Donc, l'expérience se fait dans un référentiel supposé galiléen qui est le référentiel terrestre et l'inventaire des forces ne contient que le poids de la balle P puisqu'elle est en chute libre. L'état énergétique 1 au point A qui est considéré le point de relâchement initial de la balle, elle avait une énergie cinétique nulle puisque la balle a été lancée sans vitesse initiale. État énergétique 2 au point B, considérez le point d'impact, le premier point d'impact contre la surface rigide. L'énergie cinétique ECB, c'est ce qu'il faut déterminer. Or, d'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué à cette balle entre A et B, la variation de l'énergie cinétique allant de A vers B est égale à la somme des travaux des forces extérieures.
Ces forces extérieures qui ne contenaient que le poids, le travail du poids est égal à la variation de l'énergie cinétique entre A et B. Or, l'énergie cinétique en A étant nulle, l'énergie cinétique en B est égale au travail du poids. Rappelons que le travail du poids en descente s'écrit mgh, c'est un travail moteur et donc positif. Ça, c'est si on n'avait pas pris en considération un axe des côtes qui repère les altitudes algébriquement. Le travail du poids s'écrit mgh. L'énergie cinétique en B qui est égale maintenant à mgh, on peut remplacer dans cette équation les paramètres par leur valeur numérique. Donc la masse qui est de 0,187 kg, G de 9,8 mètres par seconde carré et H de 0,55 mètres, 55 cm. Donc l'énergie cinétique au point B a une valeur donc dans ce cas de 1,0 joule. 1,0 joule, c'est l'énergie cinétique avec laquelle la balle était arrivée en ce point d'impact contre la surface rigide. Prenons maintenant le cas de l'œuf, le pauvre qui va tomber de 55 cm de hauteur, et voilà en son point d'impact ce qui se passe. Donc le système étudié dans ce cas a une masse de 63 grammes, voire 0,063 kg. Cette expérience a été faite dans un référentiel supposé galiléen et l'inventaire des forces ne contient de nouveau que le poids puisque c'est le cas d'une chute libre. Par analogie à tout ce qu'on avait fait dans le cas de la balle, on peut écrire que l'énergie cinétique au point B est égale au travail du poids de l'œuf tout au long de cette distance. Et donc, c'est égal à mgh. En remplaçant par les valeurs numériques convenables, on retrouve que l'œuf avait heurté la surface noire ici avec une énergie cinétique qui vaut 0,34 joules. Donc 0,34 joules, voilà leur effet. Sous quelle forme s'est transformée l'énergie cinétique emmagasinée d'abord par chacun des deux corps juste après leur impact contre la surface rigide? La balle qui est semi-élastique ici, on remarque que son énergie cinétique a déformé à moitié la balle et elle a repris une autre forme d'énergie élastique. Alors que pour le pauvre qui est là, l'énergie cinétique s'est traduite en une fissure de sa coquille. Cette énergie a été exploitée pour casser la coquille de l'œuf. 0,37 joules était capable de casser la coquille de l'œuf. En déduire des calculs précédents la valeur de la vitesse avec laquelle chacun des deux corps a heurté la surface rigide. Connaissant l'énergie cinétique, donc, avec laquelle chacun des deux corps avait heurté la surface noire, on va en déduire la vitesse. C'est une question de travail numérique. Connaissant l'expression de l'énergie cinétique au point B qui est considéré dans chacun des deux cas comme le point d'impact, ECB est égal à 1/2 m fois la vitesse au carré. Donc, dans le cas de la balle et dans le cas de l'œuf, la vitesse a une expression qui vaut la racine carrée de 2 fois ECB divisé par la masse du système considéré. Numériquement, en remplaçant dans les deux expressions, on retrouve une vitesse de la balle qui est de 3,3 mètres par seconde et voilà la bonne surprise, la vitesse aussi de l'œuf était aussi de 3,3 mètres par seconde, alors que les deux corps avaient des masses différentes.
Pour résoudre cette énigme-là, revenez à la deuxième loi de Newton et à l'étude cinématique d'un mouvement rectiligne uniformément varié pour pouvoir comprendre pourquoi les deux vitesses avaient eu la même valeur. À vous maintenant de prendre un crayon, un papier et une calculatrice pour auto-évaluer ce qu'on a appris de cette capsule vidéo. Voyons un peu ce qu'un petit chien et une grande imagination peuvent faire et répondez à la question finalement posée à la fin de la vidéo. Et devant ce qu'indique la balance qui me portait avec ma caméra, le chien me demandait: et si tu tombes en filmant du haut des 58 mètres de la tour de Pise? Vas-tu rebondir comme la balle ou t'écraser comme un œuf? Bien, répondez à cette question-là en lui donnant l'énergie cinétique avec laquelle je vais atteindre la Terre et puis la vitesse avec laquelle je vais atteindre le sol, en considérant qu'aucun effet de la résistance de l'air n'existait. J'attends vos réponses dans les commentaires sur cette vidéo. Merci de votre écoute.